Madame, Monsieur, bonjour. Vous êtes nombreux en train de regarder Web Information Télévision. Nous sommes très heureux de vous compter parmi ces milliers d'amoureux de cette chaîne YouTube qui vous informe tous les jours sur des questions de l'heure. Madame, Monsieur, cette émission s'appelle Que dit les droits? Une émission qui décortique différentes thématiques et a trait au droit. Ça reçoit les experts, les gars qui se donnent pour réfléchir sur différentes questions qui ont trait bien évidemment au droit. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui fait couler beaucoup d'encre et salive. Ce sujet est qui est les membres de l'escorte de la première ministre, Madame Judith Suminwa, ont été arrêtés et placés sous la responsabilité de l'auditeur militaire en lien avec la mort du brigadier Fiston. Vous avez suivi cette vidéo, elle a été virale sur les réseaux sociaux. Un militaire, je dis bien un policier, était en train d'être tabassé par d'autres policiers. C'était donc à Kinshasa. Nous allons en parler. Que dit les droits avec notre invité de cet avant-midi. Lui, c'est Monsieur Junior. Bonjour et bonne arrivée. Bonjour Faustin, merci pour l'invitation. Monsieur Junior, vous avez suivi très bien cette vidéo, était virale sur les réseaux sociaux. Après cela, le ministre de la Justice et ministre d'État, Monsieur Constant Moutamba, a annoncé que ces derniers doivent être vraiment poursuivis par la justice militaire. Et heureusement, l'auditorat militaire a été saisi du dossier. Dites-nous d'abord qu'est-ce que vous en pensez. Alors, dans cette vidéo, nous voyons bien évidemment le convoi de la première ministre qui a sa garde rapprochée, qui est commis à ses fonctions pour assurer la protection de sa personne. Et nous allons voir aussi un agent de la police de circulation routière, de la PCR, qui essaie juste de faire son travail comme il se doit, dans les prescrits de la loi, en conformité avec le code de la route. Malheureusement, il va être tabassé à mort par la garde rapprochée de Madame Judith Suminwa, la première ministre de notre République. Alors cela suscite un très grand débat dans la communauté des juristes, et d'ailleurs j'en fais partie également. Et je pense que la responsabilité de tout un chacun doit être établie dans ce cadre. Voilà ce que je pense de ça. Merci beaucoup, Monsieur Junior Babingwa. C'est bien lui, notre invité de cet avant-midi, Madame, Messieurs. Dites-nous d'abord d'entrée de jeu, l'interpellation d'un policier par l'auditorat militaire est-elle conforme à la loi? Dites-nous, quelle est la juridiction compétente pour interpeller un policier? C'est une très bonne question, Faustin. Généralement, les gens se posent la question de savoir si un policier commet une infraction, il va comparaître devant quelle juridiction? Il va comparaître devant quel juge? Mais avant d'aborder cette question, j'aimerais d'abord faire un traçage des juridictions en RDC pour faire comprendre aux gens les catégories des juridictions qui existent dans la législation congolaise, se fondant essentiellement sur l'article 153 de la Constitution qui dispose tout simplement que il est institué un ordre de juridiction de l'ordre judiciaire composé des cours et tribunaux civils et militaires placés sous le contrôle de la Cour de cassation. Alors vous allez comprendre ici que la Cour de cassation est la plus haute juridiction dans l'ordre judiciaire. Et après la Cour de cassation, nous avons les cours d'appel. Après les cours d'appel, nous avons les tribunaux de grande instance. Après les tribunaux de grande instance, nous avons les tribunaux de paix. Ça, ce sont les juridictions du droit commun. Mais dans les juridictions de l'ordre judiciaire, il y a d'autres juridictions qui ont d'autres spécialités. Et parmi ces juridictions, nous avons d'une part les juridictions spécialisées et d'autre part, nous avons les juridictions militaires qui sont toujours dans l'ordre judiciaire et qui sont placées sous le contrôle de la Cour de cassation, selon le prescrit de l'article 153 de la Constitution. Et dans les juridictions spécialisées, nous pouvons avoir par exemple les tribunaux pour enfants qui ont le même rang que les tribunaux de grande instance, les tribunaux de commerce, mais également les tribunaux du travail. Parlant maintenant de juridiction militaire, nous avons la haute cour militaire qui a son siège à Kinshasa, qui a le même rang que la Cour de cassation. Il y a également les cours d'appel, les cours militaires d'appel, qui ont le même rang que les cours d'appel. Il y a également les tribunaux militaires de grande instance et enfin les tribunaux militaires de police.
Quelle est maintenant la compétence de ces tribunaux à l'égard d'un policier? C'est à cette question que nous devons essentiellement répondre. Allez-y. Il faudrait comprendre que chaque juridiction exerce 3 compétences. Il y a la compétence matérielle, ayant trait à la matière pour laquelle une juridiction peut être saisie lorsqu'il y a commission d'une infraction. Il y a la compétence territoriale, ayant trait à la géographie, ou soit ayant trait à l'espace géographique dans lequel une juridiction peut exercer sa compétence. Et enfin, il y a la compétence personnelle. Et ici, il s'agit de la compétence personnelle que nous sommes en train de vouloir décortiquer. Mais c'est quoi la compétence personnelle? La compétence personnelle, renvoie à la qualité, premièrement, de la personne qui a commis l'infraction, à la fonction, mais également au statut de la personne qui a commis une infraction. Et pour cela, nous allons lire, si vous le permettez très bien, pour écairer la lanterne de ceux-là qui nous captent. C'est très important. Effectivement, quelques articles découlant de la loi sur les codes judiciaires militaires. Alors, nous allons lire pour essayer de faire comprendre aux gens si les juridictions militaires sont compétentes à l'égard d'un policier. Et là, nous allons lire l'article 104 du Code judiciaire militaire qui dispose tout simplement que la compétence personnelle des juridictions militaires est déterminée par la qualité et le grade que porte le justiciable au moment de la commission des faits incriminés ou au moment de sa comparution devant le juge. Ça, c'est l'article 104. Et l'article 105 renchérit en disant « Lorsqu'il y a pluralité des grades ou de rangs différents, il est tenu compte du grade et du rang les plus élevés. » Nous allons y revenir pour expliquer le fait qu'il y a plusieurs militaires, ou soit plusieurs policiers, qui ont des grades différents. Et on va comprendre que là, c'est les grades les plus élevés qui prévaut. L'article 106 va maintenant dire « Sont justiciables des juridictions militaires. 1. Les militaires des forces armées congolaises et assimilés. » Maintenant, qui sont les assimilés? Le même article va continuer. Par assimilés, il faut entendre les membres de la police nationale. Vous comprenez un peu? Les membres de la police nationale. Alors, il est des principes en droit que in claris interpretatio cessat. On n'a pas besoin d'interpréter une loi qui est claire. C'est déjà clair. Membre de la police nationale signifie tout simplement policier. On n'a pas besoin d'aller ultra petit a, au-delà de ce que la loi prévoit. Et la loi ajoute qu'il y a également les bâtisseurs des nations pour les faits commis pendant la formation ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions au sein d'un service national. Alors, ce qui nous intéresse ici, ce sont les policiers. Et l'article 106 du Code judiciaire militaire prouve à suffisance qu'une juridiction militaire peut s'enquérir d'un dossier relevant d'une infraction perpétrée par un policier. Ok, en tout cas, c'est plus qu'une matière. Effectivement. Donc, les juridictions militaires sont compétentes à l'égard des policiers, ce qui fait que l'auditorat attaché près une juridiction militaire est compétente d'ouvrir de poursuites contre un policier qui commet une infraction. Et est-ce que le ministre d'État, M. Constant Mutamba, avait également le droit d'instruire à la juridiction militaire de poursuivre ces policiers? Alors, je vais encore énoncer quelques articles. Il y a l'article 60 de la loi d'OCJ, la loi numéro 13/011-B, du 11 avril 2013, portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire, qui reconnaît au ministre de la Justice la prérogative de poser des injonctions au procureur général près la Cour de cassation, mais également aux procureurs généraux près les cours d'appel. Et donc, il peut ordonner au procureur général... Donc, il a droit, il est dans ses droits. Près la Cour de cassation, de poursuivre, d'ouvrir une action contre un individu. Il peut également instruire aux procureurs généraux près les cours d'appel de poursuivre, d'ouvrir une action contre un individu pour avoir commis tel fait. Mais il n'est pas compétent pour instruire, pour donner injonction à un parquet militaire, à un auditorat. La personne qui a cette compétence, c'est le ministre de la Défense. Ça, il faut être clair sur ces points. Le ministre n'est pas dans ses droits en donnant injonction aux magistrats militaires de pouvoir s'enquérir d'un dossier. Ah bon? Et donc, il n'était pas dans ses droits? Il n'était pas dans ses droits. En tout cas, la loi est trop difficile. La vidéo de l'incident qui est en train de circuler sur le net, monsieur, et j'ignore, peut-elle être utilisée comme preuve devant la juridiction compétente? Alors là, nous sommes en procédure pénale dans la notion de l'administration de la preuve.
Alors, ici, je vais citer deux principes. Le premier principe, en ce qui concerne l'administration de la preuve, c'est la liberté de la preuve. Mais ce principe a des limites. Et la limitation de ces principes, ça a un deuxième principe qui est la licéité de la preuve. Et je vais mixer ces deux principes avec l'article 372 de la loi sur le code numérique, qui a été récemment promulgué, qui a apporté des innovations dans l'administration de la preuve numérique. D'ailleurs, par le ministre de la Communication. Effectivement. Alors, la liberté de la preuve donne tout simplement aux parties de pouvoir ramener des preuves d'une manière libre devant les juges. Donc, toutes les preuves sont recevables devant un juge, même si ces preuves n'ont pas été portées à la connaissance d'autres parties. C'est-à-dire, dans un procès, il y a d'un côté le ministère public, la partie poursuivante qui poursuit l'accusé, et il y a les avocats de la défense qui défendent les intérêts de l'accusé. Ils peuvent amener des preuves d'une manière libre, même sans informer la juridiction, soit sans informer les procureurs qui vont amener des preuves. Ils les amènent d'une manière libre. Mais alors, il y a une limite à ce principe. La limite, c'est un autre principe, c'est la licéité de la preuve. La preuve doit être licite. La preuve ne doit pas être amenée, ne doit pas être récoltée d'une manière illicite. Je vous donne l'exemple. Faustin, vous êtes dans votre maison, dans votre espace privé, dans la douche, et moi je viens filmer au travers la fenêtre, alors que vous êtes sous la douche, pour récolter des preuves chez vous. Ça va être irrécevable devant un tribunal. Il faut que la preuve soit licite. Et dans les cas sous examen, vous allez comprendre que la preuve n'est pas illicite. Parce que les faits se sont commis sur la voie publique, pendant que tout le monde était en train de voir. Et donc, ce qui signifie que lorsque nous récoltons des preuves sur la voie publique, et qu'il y a le monde qui assiste à la récolte de ces preuves, ils sont revêtus d'un caractère de licéité. Et je vais mixer ça à l'article 372 du Code numérique, et je vais lire pour éclairer la lanterne de ceux qui nous captent à pareil moment. Cet article prévoit une infraction, mais cette infraction que cet article prévoit également une exception à cette infraction. C'est l'infraction de l'enregistrement des images relatives à la commission d'une infraction. Il faut d'abord comprendre qu'en droit congolais, précisément en droit numérique, il est interdit de filmer des faits pouvant donner lieu à des poursuites, des faits pouvant se constituer en infraction. Ah bon? C'est interdit. Selon l'article 372 de la loi sur le code numérique, je vais lire, est constitutif d'un acte de complicité, des atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, le fait d'enregistrer sciemment, par quelque moyen que soit. Alors, quand on dit par quelque moyen que ce soit, ça peut être par une caméra, ça peut être par un téléphone, ça peut être par un micro, ça dépend. D'enregistrer sciemment, par quelque moyen que soit, sur tout support que soit, des images relatives à la commission d'une infraction, comme c'était le cas. Ah bon? Les policiers étaient en train de commettre une infraction. Et puis vous filmez. Les gens étaient en train de filmer. Donc celui qui a filmé aussi est dans l'infraction. Mais alors, il y a une exception à ce principe posé à l'article 372. C'est là où je vais maintenant en venir. Allez-y. Est puni d'une servitude pénale d'1 à 5 ans et d'une amende de 20 à 25 millions de francs congolais toute personne qui diffuse sciemment de telles images. L'exception maintenant, le présent article n'est pas applicable lorsque l'enregistrement ou la diffusion résulte de l'exercice normal d'une profession. Si un journaliste, par exemple, on ne peut pas le poursuivre pour avoir filmé des faits qui peuvent constituer une infraction. Une infraction, oui. Ayant pour l'objet d'informer le public, ou soit lorsqu'il est réalisé afin de servir de preuve en justice. Vous comprenez un peu l'exception. Si on a filmé pour servir les preuves. Oui, pour servir les intérêts de la justice. En fait, c'est déjà licite. Cette preuve est déjà licite. Si c'était juste pour amuser la galerie, ça c'est une infraction. Et si vous le faites dans l'exercice de vos fonctions, comme vous, Faustin, vous êtes journaliste, comme moi j'ai été un journaliste à une certaine époque, si je le faisais pendant que j'étais en train d'exercer mes fonctions de journaliste, cela ne pourrait pas constituer une infraction. Très bien. Et donc cette vidéo peut être présentée devant le juge comme un élément de preuve. Comme un élément de preuve. Effectivement. Très bien, merci. Alors, quels sont les droits de la victime dans ce type de situation? Les droits de la victime. Alors, le droit congolais, nous sommes toujours en droit pénal, en droit processuel congolais, soit en procédure pénale, est organisé de manière à beaucoup plus protéger le droit de l'accusé que le droit de la victime. Oui, effectivement.
la loi semble rester un peu muette sur le droit de la victime dans un procès pénal. Par ailleurs, il existe une mesure selon laquelle la partie lésée, soit les victimes, peuvent se constituer partie civile dans un procès. Et en se constituant partie civile, ils vont introduire une action en réparation du préjudice. Le préjudice, c'est le dommage qui a été causé. La personne est décédée. Cela crée déjà un préjudice dans les chefs des victimes. Et ils peuvent se constituer partie civile en tout état de la procédure, que ce soit pendant l'audience, pendant les débats, que ce soit avant la saisine de la juridiction dans la phase préjuridictionnelle, ils peuvent se constituer partie civile. Ah bon? Et donc c'est une partie qui a de l'intérêt à réclamer une réparation et qui a la qualité également à demander une réparation. Je vous donne l'exemple. Vous avez un frère, on l'assassine, on appréhende la personne qui a assassiné votre frère, vous avez le droit de vous constituer partie civile pour réclamer les dommages, les réparations. Ah, okay. Et il y a une procédure prévue dans le code des procédures pénales, entre autres le décret du 6 août 1959, portant code de procédure pénale. Je vais lire encore l'article pour que les gens soient éclairés. Allez-y. Comment on peut se constituer partie civile devant une juridiction répressive? Lorsque la juridiction de jugement est saisie de l'action publique c'est tout simplement l'action du procureur qui poursuit un individu qui a commis un crime et que la partie civile doit se greffer à cette action du procureur pour réclamer les dommages et intérêts. Donc le procureur, lui, va réclamer la peine dans l'intérêt de la société pour rétablir l'ordre public. Et la partie civile, elle, va réclamer les dommages, la réparation du préjudice. Lorsque la juridiction de jugement, ça c'est l'article 69 du Code des procédures pénales, lorsque la juridiction de jugement est saisie de l'action publique, la partie lésée peut la saisir de l'action à réparation du dommage en se constituant partie civile. La partie civile peut se constituer à tout moment, depuis la saisine du tribunal, lorsque la juridiction est saisie, jusqu'à la clôture des débats, par une déclaration reçue au greffe ou faite à l'audience. C'est le greffier qui consigne la partie civile. Okay. Et l'article 70 renchérit en disant que la partie lésée qui a agi par la voie de la citation directe ou qui s'est constituée partie civile après la saisine de la juridiction des jugements peut se désister à tout moment. Donc vous pouvez décider de ne plus être partie civile. Vous pouvez dire, bon, nous n'allons plus demander la réparation des dommages, nous nous retirons. Vous avez ce droit. Peut-être par peur aussi. Oui, par peur ou pour des intérêts privés que la juridiction ne peut pas. Une autre question, d'ailleurs, qui fait couler beaucoup d'encre et salive sur le net. Dites-nous, quelles sont les responsabilités de la première ministre, Madame Judith Souminois? Ça, c'est une très bonne question. Dans cette affaire, selon les droits. Ça, c'est une très bonne question. Alors, au terme de l'article 17 de la Constitution, il est dit expressément que la responsabilité pénale est individuelle. Ça veut dire tout simplement, Faustin, par des exemples pour faire comprendre aux gens, que si tu tues un individu maintenant et que tu t'enfuis, on ne va pas venir arrêter ton frère en disant que non, comme Faustin enfuit, on t'arrête toi. Pas mesure d'enquête peut-être? Non, non, il n'a rien à voir avec ce que tu as fait. La responsabilité pénale est individuelle. Mais ça se fait parfois. Tu as fouillé, tu as volé de l'argent, on arrête ta femme. On arrête ta femme, ça c'est contre les games, c'est contre la loi. Okay. Ça ne se fait pas. La femme, si elle n'est pas liée à l'infraction que tu as commise, il n'y a pas lieu de la placer en détention. On peut lui faire lier. On peut lui faire lier. Bon, s'il y a des éléments qui prouvent à suffisance qu'elle est liée à l'affaire qui t'incrimine, alors là, il n'y a pas de souci. On peut l'arrêter pour des raisons d'enquête. Les juristes peuvent créer ces éléments. C'est possible. Les juristes ne sont pas... Ah voilà, les responsabilités de Madame Judith. Donc, notre première ministre. C'est ce que je vais maintenant aborder. Je vais tout simplement démontrer qu'il n'existe aucune responsabilité pénale à l'endroit de Madame Judith Souminois. Puisque ce n'est pas elle qui a commis ce acte. Elle est ministre. C'est sa garde des rapprochés. Effectivement, elle est ministre. Elle a une garde des rapprochés qui est commise pour protéger sa personne, pour protéger son intégrité physique. Alors, dans ces cas, la garde, c'est elle qui a commis cette infraction. Et donc, la garde de Madame Judith Souminois, la première ministre, va engager sa responsabilité pénale. Mais Madame Judith Souminois ne va pas engager sa responsabilité pénale. Par contre, elle va engager la responsabilité civile. C'est-à-dire que moi je vais appeler ici une responsabilité contractuelle de la République au travers de ses organes. Là, on ne voit pas Souminois comme un individu, mais comme Premier ministre, un organe de la République. Ah, ok.
Et la République peut donc engager sa responsabilité civile et pas pénale. Et c'est la responsabilité pour fait d'autrui. Alors, si la première ministre était là, présente, Ouais. quand on a enroué des coups à ces policiers, si elle ne peut pas aussi être liée dans l'affaire. Si elle était là, si elle était là, si elle n'avait pas agi, mais elle n'avait pas agi, c'est toujours la responsabilité civile, parce qu'elle n'a pas posé l'acte. Il faut d'abord poser l'acte pour engager la responsabilité pénale. Et ici, je vais démontrer cela, ce que je viens de dire, par rapport à la responsabilité pour fait d'autrui, à l'article 260 du Code des obligations. Un juriste, c'est toujours quelqu'un qui dit des choses avec des sources à l'appui. Permettez-moi de lire cet article, si vous le permettez, pour éclairer la lanterne de ceux-là qui nous suivent. L'article 260 du Code des obligations en RDC dispose « On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait. Vous comprenez? Mais encore de celui qui est causé par l'effet des personnes dont on doit répondre ou des choses que l'on a sous sa garde. » Vous comprenez? Et donc, c'est cette responsabilité que l'on peut engager pour la première ministre. Une responsabilité pour fait d'autrui. Bien sûr, ce n'est pas elle qui a commis cette infraction, mais le fait que la garde rapprochée, sa garde rapprochée est sous son autorité, et qu'il y a un lien de subordination qui lie ses gardes à sa personne, à ses fonctions, automatiquement, les victimes peuvent se constituer partie civile et réclamer les dommages et intérêts à l'endroit de Judith Soumine. Ah, ok. Mais elle ne sera pas arrêtée, parce qu'elle n'a pas commis l'acte. Ok. Alors, que dites-vous, ou bien que répondez-vous à toutes ces personnes sur les net qui disent que la première ministre doit démissionner parce que sa garde rapprochée aurait tué un policier? Bon, vous savez, nous les juristes, nous avons un regard juridique et nous ne voyons pas comme le commun de mortels. Et quand on dit des choses, on doit nécessairement avoir de base. Mais pourquoi elle doit démissionner? Il y a d'autres hypothèses qui sont prévues par la Constitution, notamment la procédure d'arrestation d'un Premier ministre, qui oblige ce dernier à démissionner au cas où les poursuites sont autorisées par le Congrès. Mais ça, c'est une autre hypothèse. Et si on va dans ces débats, ça va déboucher sur autre chose. Mais le fait tout simplement que la Première ministre est dans un convoi et que sa garde commet une infraction en sa présence, une infraction qui a été commise que peut-être la ministre n'a même pas vue, parce que le convoi est composé de plusieurs véhicules, et automatiquement on va dire qu'elle puisse démissionner. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Je ne suis pas un fanatique de Madame Judith Soumine, mais là je suis en train de parler avec une casquette des juristes. Merci beaucoup. Peut-on alors parler des meurtres dans ces contextes selon la qualification juridique des faits? Alors, au regard de faits, ce n'est pas un meurtre. Je vais expliquer. L'article 44-45 du Code pénal prévoit 2 homicides volontaires. Alors, l'homicide, c'est tout simplement le fait d'arracher la vie d'un individu, d'un homme. Perte de vie humaine. Homicide. Alors, il existe 2 homicides en droit congolais, notamment le meurtre et l'assassinat. Et l'article 44-45 dispose tout simplement que le meurtre est un homicide commis avec l'intention de donner la mort. Et renchérit en son alinéa 2e que l'assassinat est le meurtre commis avec préméditation. C'est-à-dire, le meurtre, c'est un homicide commis avec l'intention de donner la mort, tout simplement, mais qui n'a pas été prémédité. L'individu qui a commis le meurtre n'a pas préparé. Il n'a pas préparé, il n'a pas prémédité cet acte. Contrairement... Comme ces policiers qui avaient... ils pensaient peut-être qu'ils sont en train de corriger. Effectivement. Et puis, il y a maintenant l'assassinat. C'est un meurtre, mais commis avec préméditation. C'est par là maintenant que vous voyez que nous, les juristes, nous allons vous dire qu'un meurtrier est différent d'un assassin. Un meurtrier n'est pas un assassin. Un meurtrier, lui, il a tué intentionnellement, c'est vrai, mais il n'a pas prémédité l'acte. Contrairement à l'assassin qui est passé à l'acte après avoir mûri après avoir mûri l'idée de commettre le crime. C'est ça la différence. Mais dans ce cas ici, ce n'est ni un meurtre ni un assassinat. C'est un homicide préterintentionnel. Prévu à l'article 48 du Code pénal. Je vais lire. Ça, c'est un peu compliqué. Hein? C'est un homicide préterintentionnel. Un homicide préterintentionnel. Qui est entre l'intention de donner la mort et l'intention
l'absence d'une intention de donner la mort. Ah, ok. Alors, l'article 48 dispose, lorsque les coups portés ou les blessures faites volontairement mais sans intention de donner la mort l'ont pourtant causé. Donc, au départ, l'agent ou soit l'infracteur n'avait pas l'intention de donner la mort, mais par malheur, la mort est arrivée. Lorsque les coups portés ou les blessures faites volontairement, mais sans intention de donner la mort, l'ont pourtant causé, le coupable sera puni d'une servitude pénale de 5 à 20 ans et d'une amende qui ne pourra pas excéder 2000 zaï. 2000 francs congolais. Ça, c'est l'ancienne version qui a déjà été actualisée, je m'excuse. Vous allez comprendre que ce n'est ni un meurtre, ni un assassinat, mais c'est un homicide prêté intentionnel parce qu'on a porté des coups. Ces coups ont occasionné des blessures. Mais l'infracteur n'avait pas l'intention de donner la mort, mais malheureusement, la mort est arrivée. Donc, ils doivent être punis, de 5 à 20 ans, le maximum. Ils doivent aussi donner une amende qui n'excède pas 2000 francs congolais. 2000 francs congolais. Merci beaucoup, Maître Junior. Quelles sont les garanties pour que cette enquête soit menée de manière impartiale? Alors, sur cette question, j'aimerais un peu remonter aux racines du principe de la séparation des pouvoirs dans un état de droit. Ce principe veut tout simplement que le pouvoir judiciaire soit indépendant des autres pouvoirs et vice-versa. Les pouvoirs ne doivent pas dépendre des autres, les uns envers les autres. Ils ne doivent pas être interconnectés. Chaque pouvoir doit conserver son autonomie. Nous avons trois formes de pouvoir dans un état de droit, notamment le pouvoir législatif, exécutif et judiciaire. Et chaque pouvoir doit conserver son autonomie fonctionnelle. Chaque pouvoir doit conserver son autonomie dans ses actions. Et ici, vous allez comprendre qu'en RDC, plusieurs procès sont marqués par la pression de l'exécutif sur les judiciaires. Il y a des pressions politiques sur les magistrats. Comment ça? Comment expliquer? C'est très simple à comprendre. Les hommes les plus puissants de la République, ce sont les politiciens. Ils vont tout simplement dire aux magistrats de relâcher l'individu qui a commis l'infraction. Tout simplement parce qu'il fait, par exemple, partie de la garde rapprochée de la première ministre. Ça peut se faire? Ça se fait. C'est contre les games, mais ça s'est fait. L'ingérence du pouvoir exécutif dans les affaires judiciaires. Ça arrive deux fois. Ah bon? Le président peut exercer une influence sur le magistrat. Et le magistrat va se dire, le président de la République, c'est lui le magistrat suprême. C'est lui qui a le pouvoir de nomination, de révocation des magistrats. C'est mon chef. Comment je vais refuser la pression politique? Ça arrive deux fois. Est-ce que dans ce cas, M. Junior, ces policiers aussi de la garde rapprochés, allais-je dire, de la première ministre, est-ce qu'elles peuvent aussi recevoir de l'amnistie comme d'autres personnes quand sont en train de les recevoir? Comme d'ailleurs ceux qui sont intervenus dans la tentative de coup d'État récemment à Kinshasa avec Christian Malanga. Alors, il y a une différence entre l'amnistie et la grâce présidentielle. La grâce présidentielle, c'est un pouvoir discrétionnaire du président de la République. Il peut gracier un individu. N'importe qui. N'importe qui. Même celui qui a tué sa mère. Effectivement, comme ça a été le cas avec Christian Malanga. L'enfant de Christian Malanga. Oui, lui, on ne l'a pas gracié, mais on a commué sa peine. Le président de la République a aussi le pouvoir de commuer la peine. Donc, il a été condamné à mort, mais le président a commué la peine de mort à la servitude pénale à perpétuité. La prison à perpétuité. C'est-à-dire? C'est un pouvoir discrétionnaire du président de la République. La servitude pénale, c'est tout simplement la peine de prison. Au lieu de les condamner à mort, il va purger toute sa vie en prison. Et puis on l'a donné la grâce présidentielle. Je ne crois pas qu'on lui a donné la grâce. Mais alors, la grâce présidentielle, c'est... Je vous informe. On lui a donné la grâce présidentielle. Il a alors, été dans ces cas-là, il va l'enfant de Christian Malanga. Oui. Alors, dans ces cas-là, il va être relâché par la justice, comme il a été gracié par le président. Parce que c'est un pouvoir discrétionnaire du président. Mais la conséquence... C'est quoi la conséquence? La conséquence de la grâce présidentielle, c'est le fait qu'elle n'annule pas le casier judiciaire de l'individu. Ah bon? Effectivement. Contrairement à l'amnistie. L'amnistie, relève de la compétence du Parlement, du pouvoir législatif. C'est le pouvoir législatif qui amnistie une personne. L'amnistie, c'est tout simplement un vocable qui découle du latin qui signifie amnestia, l'oubli. Donc on oublie tout ce que tu as fait. Ah, ok. Et ça efface les casiers judiciaires. Le casier judiciaire devient vide
Ok, dans le cas C'est un peu d'espèce, ça. est-ce que ces policiers aussi peuvent bénéficier soit de l'amnistie qu'on venait de le dire? D'ailleurs, cette Oui. émission a un caractère pédagogique. Merci Effectivement. d'avoir toujours cette intention de le faire. Oui. Entre l'amnistie Et la et grâce. aussi la grâce, est-ce que ces policiers peuvent en bénéficier? Je ne pense pas que ces policiers peuvent bénéficier de la grâce présidentielle. Mais comme je l'ai l'amnistie? dit, c'est un pouvoir discrétionnaire du président. S'il le veut, il peut le faire et les personnes ne vont être contre ça. Comme vous avez dit que les pouvoirs politiques aussi interviennent, Effectivement. ça Mais peut se faire. la grâce, ce n'est pas vraiment un pouvoir politique. C'est un pouvoir qui a des effets juridiques, tout comme l'amnistie. Et ils ne peuvent pas bénéficier de l'amnistie. Je ne pense pas en tout cas que les parlementaires peuvent se réunir pour une cause des policiers. L'amnistie, ce sont des grands politiciens qui en bénéficient. À l'instar des gens comme des Bemba, des gens qui ont dirigé des groupes armés révolutionnaires. Et la grâce présidentielle peut être obtenue par un policier. Ça peut, comme ça a été le cas avec celui qu'on soupçonnait d'avoir assassiné Musée Laurent Désiré. Le colonel, je crois, Eddy Capen. Effectivement, il avait été gracié par le président de la République. Effectivement, il avait été gracié par le président de la République et on l'a libéré de la prison. Et au moment où je vous parle, il occupe déjà un poste au sein de notre armée. C'est un peu ça. Voilà, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission, Monsieur Junior. Dites-nous en conclusion ce que vous avez à dire à nos téléspectateurs. Alors, ce que j'aimerais dire à ceux qui suivent WAB Info, c'est que, parlant de cette affaire qui met en exergue l'action de la garde rapprochée de la Première ministre, son Excellence, Madame Judith Suminwa, n'oblige pas celle-ci à démissionner. Aucune notion, aucune base de droit ne justifie le fait que lorsque la garde rapprochée d'une autorité publique commet une infraction à sa présence, cette autorité doit démissionner. Ça ne se fait pas. Peut-être sous d'autres cieux, mais en droit congolais, ça ne se fait pas. Et j'appelle donc à tous nos téléspectateurs de développer ce qu'on appelle l'esprit critique, de recevoir des informations et d'essayer de réfléchir sur ces informations. Et de ne pas se laisser guider par les sentiments, mais par la rationalité. Voilà un peu le conseil que j'ai adressé à tous ceux qui nous captent à Paris. Monsieur Junior, grand a été notre honneur de vous recevoir dans ce cadre magnifique de WAB Info Télévision. C'est un honneur, Faustin. Madame, Monsieur, merci de nous avoir regardé. Que dit le droit, c'est un rendez-vous d'une manière hebdomadaire. Abonnez-vous sur notre chaîne WAB Information TV pour toujours être en alerte de toutes nos productions. À tous et à chacun, à très bientôt.